Bienvenue mesdames, messieurs à votre émission Actu Santé. Comme nous l'avons toujours dit, qui jouit d'une excellente santé possède un trésor. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus, cette pandémie mondiale. Et pour ce, nous avons reçu pour vous le docteur Félix Kabange-Numbi Mukwamba. Il est ancien ministre de la Santé, aujourd'hui député national, à qui nous allons dire bonjour, honorable. Bonjour, merci. Et bienvenue. C'est un plaisir d'être sur le plateau de votre télévision et salutations à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur. Avec lui, nous allons parler du coronavirus, de sa gestion en République démocratique du Congo, mais aussi de ce qu'il pense pour l'avenir de ces virus, avec l'enregistrement de plusieurs cas testés positifs à ce jour. Docteur, hier, le coronavirus était une épidémie en Chine, aujourd'hui une pandémie mondiale. Pensez-vous que les gouvernants du monde ont-ils négligé cette maladie? Négliger, c'est un mot fort, mais je pense qu'on a pris à la légère, on a sous-estimé en fait la maladie. Est-ce parce que aujourd'hui on commence à dire que la Chine n'avait pas été sincère avec la planète et n'avait pas livré toutes les informations sur le danger que présentait cette maladie? Est-ce qu'il y a eu plus de morts en Chine que partout ailleurs? Ce sont des questions qui restent posées, mais tous les peuples du monde aujourd'hui sont dirigés vers leurs gouvernants et leur reprochent de n'avoir pas pris des mesures à temps pour protéger la population. Vous êtes parmi ceux qui ont travaillé pour que soit éradiqué Ebola en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, à Sierra Leone, mais aussi chez nous en République démocratique du Congo, plus particulièrement en Équateur. Aujourd'hui, que dites-vous de la gestion d'une façon globale de cette épidémie? Bon, c'est vrai, pour l'Afrique de l'Ouest, la RDC est intervenue principalement en Guinée. Au Libéria, nous les avons accompagnés principalement et en Sierra Leone sur le plan de l'expertise. Mais pour ce qui nous concerne ici, il est très difficile de pouvoir, en tant qu'ancien ministre de la Santé, de pouvoir critiquer l'action publique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le contexte de gouvernant de ce jour. Donc je ne sais pas quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé pour la préparation, parce que je pense que le grand problème dans ce genre d'épidémie, c'est la préparation. Et lorsque nous avons eu le premier cas, nous nous sommes rendus compte que la RDC n'était pas vraiment préparée à recevoir le coronavirus. Ça a été une surprise, vous voyez comment ça a été très difficile de prendre en charge le premier cas. La communication a été très complexe, surtout que même le cas lui-même a eu à s'exprimer devant les médias pour dire qu'il n'a jamais été malade et qu'il n'avait pas le coronavirus. Ça a démobilisé justement dès le départ l'opinion nationale et ça a beaucoup joué sur ce que nous vivons aujourd'hui, parce que jusqu'à ce jour, j'étais surpris jusqu'à hier, il y a encore des vidéos qui circulaient, les mamans du marché au niveau de la Tchangu qui étaient en train de dire que coronavirus c'est pour les riches au niveau de la Gombe. À la Tchangu, il n'y a pas encore de coronavirus alors que c'est l'affaire de tout le monde. Nous y arrivons, docteur. En vous entendre parler, c'est comme si vous n'occupez pas une place dans l'équipe de la coordination. C'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Non, vous connaissez ceux qui sont dans la lutte. Moi, en tant que Congolais et député national, je suis dans la sensibilisation. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas seulement... Est-ce qu'il y aura de la place pour tous les Congolais dans l'équipe de coordination? Il n'y en aura jamais. Donc, c'est pourquoi nous disons l'affaire de coronavirus. La sensibilisation pour le coronavirus, ce n'est pas seulement une affaire de la coordination. La coordination essaie de dicter les normes, de donner les principes et de donner les instructions, mais il appartient à chacun, là où il est, de se faire acteur de la riposte. Pour que je vienne sur votre plateau, il ne faudrait pas que ce soit la coordination qui m'envoie. Donc, tout le monde ne fera pas partie de cette équipe, mais il faut que chacun se sente responsabilisé là où il est. En tant qu'ancien ministre et député, et vu l'expertise que j'ai, je suis tout à fait à l'aise de pouvoir parler, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir visiter ceux-là que je peux visiter, accompagner ceux-là que je peux accompagner pour soutenir les actions que l'équipe de riposte est en train de faire. Justement, cette communication au niveau de la sensibilisation, on a l'impression que malgré ce qui est fait jusque-là,
La population congolaise ne change pas, elle continue à douter. Et vous étiez présent quand vous avez parlé d'une maman qui doute jusque-là. Qu'est-ce que l'équipe doit encore faire? Pour ceux qui ont déjà fait la gestion des épidémies, nous l'avons vécu. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance de gérer 2 épidémies d'Ebola en 2012 à Isiro et en 2014 à Djera dans la Chuapa. Devant chaque épidémie, il y a toujours ces vagues-là de protestation, ces vagues des gens qui carrément refusent l'information. Mais je pense que pour chaque cas, il y a toujours des spécificités. Il y a une grande équipe de communication au sein de l'équipe de riposte qui doit travailler. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une communication de crise. Nous avons besoin d'une communication de crise et nous avons besoin d'une communication de proximité. Il ne suffit pas à Félix Kabange de venir sur votre chaîne de télévision et de parler. Combien de gens vont me suivre? Ça, c'est la première question. Combien de gens? Et je parle en français. Même ceux-là qui vont se mettre sur votre télévision pendant que je parle en français, il y en a qui ne comprendront rien de ce que je vais dire. Donc, il faut une communication de proximité. Au-delà des professionnels des médias, il faut aller vers les communications, ceux qui ont fait la communication sociale. Il faut aller vers les anthropologues, les sociologues. Il faut aller vers les leaders sociaux. Comme nous l'avons toujours dit, nous avons vaincu Ebola. Les 10 épidémies d'Ebola qui ont été vaincues dans ce pays, ce ne sont pas les professionnels de santé, les experts qu'on a mis, c'est plutôt la population qui s'est prise en charge. C'est l'approche communautaire qui est l'approche la plus importante. Allons vers ces communautés-là, voyons quels sont les gens les mieux écoutés dans ces communautés, formons ces personnes, donnons-leur les preuves de l'existence de cette maladie, ils vont rentrer auprès de leur communauté, ils vont leur parler, on n'aura pas besoin d'1 heure, les gens vont les écouter, les gens vont comprendre. Mettons tout le monde dans la communication, allons vers une communication de crise, une communication de proximité, les leaders sociaux de Kinshasa, combien de députés provinciaux et nationaux élus de Kinshasa ont été mis à contribution. C'est très important. Ce n'est pas dire que, bon, nous parlons, on a déjà donné les instructions, mais il faut les approcher. Il faut leur donner la matière, parce que la communication est aussi à double tranchant. Quelqu'un peut aller dans sa base et donner une information qui est contraire à ce que vous voulez donner comme information. Donc, il faut approcher tous les leaders sociaux, y compris tous ces leaders-là au niveau des quartiers. Il y en a. Il y a à peu près 635 quartiers au niveau de Kinshasa. Chaque quartier a quelqu'un qui est écouté. Il faut approcher ces personnes. Il faut approcher les chefs coutumiers pour toute la partie périurbaine de Kinshasa, la partie rurale. Donc, tout le monde doit être intégré. Ce n'est qu'à cette fin-là que tout le monde va comprendre que l'épidémie de coronavirus, c'est une affaire de tous, ce n'est pas une affaire de tel et tel. Et surtout lorsqu'on commence à parler argent. Deux fois, on met l'argent avant le reste du travail. Et il y en a qui se rétractent et disent non, on a appris qu'il y a eu de l'argent, mais de l'argent, combien d'argent sont sortis face à cette crise? La RDC est parmi les pays qui a sorti le moins d'argent pour gérer une crise de coronavirus. Donc, il faudrait qu'il y ait de la volonté, mais il y ait également une intégration de toutes les catégories afin que tout le monde se sente acteur de la lutte contre le coronavirus. Oui, parlant justement de vos confrères ou encore de vos collègues députés, vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'on leur donne la matière. Mais nous nous souvenons au début, le docteur Mouyembe est passé au Parlement, à l'hémicycle, il a parlé aux députés. Mais aujourd'hui, vous êtes juste au bout des doigts à compter, vous êtes quelques à sensibiliser. Qu'est-ce qui freine les autres? Il faut faire très attention. Moi, j'ai la chance d'être reçu sur un média. Mais si je vais sur terrain, vous pensez que je peux vous amener les éléments gratuitement pour les diffuser? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire de la sensibilisation. Et surtout aujourd'hui, où nous sommes sur des instructions, il n'y a pas d'attroupement de plus de 20 personnes. Donc, la communication de porte à porte, la communication de bouche à bouche, la communication entre proches est très importante. Donc, je peux vous rassurer qu'il y a quand même beaucoup de députés qui sont en train de faire le travail. Peut-être qu'il n'y a plus de mobilisation de masse, mais le travail est en train d'être fait. Peut-être qu'il est encore insuffisant. Il n'est pas encore assez fort parce que s'il était assez percutant, je pense que le résultat, nous l'aurons perçu. On n'aurait plus des cas de personnes qui doutent de l'existence de l'épidémie. Ça, c'est très grave. Ce scepticisme-là, et ce n'est même pas seulement dans la population. Il y a une semaine, il y a eu certains médias où il y a eu des personnalités qui prenaient le luxe de dire que
C'est une histoire de quelques personnes, c'est une histoire d'argent de l'OMS, des milliards qu'on veut donner aux pays concernés, ainsi de suite. Donc c'est un problème de discipline, c'est un problème de patriotisme, un problème de civisme également par rapport à nous Congolais. En ce qui concerne la communication, le docteur Kabange Numbi, Félix, avec l'expérience qu'il a, il nous invite, surtout les gouvernants, mais aussi l'équipe de la riposte, d'utiliser une communication de proximité, d'utiliser même les leaders sociaux, les leaders locaux, pour qu'ils transmettent, pour qu'ils puissent relayer le message à leur population. Et c'est ainsi qu'un jour, la population congolaise tout entière va comprendre que le coronavirus existe et c'est un danger. Docteur, parlons justement des confinements. Vous en avez parlé longuement sur votre compte Twitter. Vous avez demandé à un confinement immédiat. Pourquoi cela? Pourquoi un confinement immédiat pendant que nous savons que la population quinoise surtout vit au taux du jour, la majorité? Au moment où je vous parle, on a près de 3 milliards de personnes qui sont confinées chez eux. Et parmi ces personnes, il y a certes les gens qui sont dans le monde occidental, mais il y a également beaucoup de pays qui ont des quartiers plus pauvres que beaucoup de quartiers de Kinshasa. Donc ce n'est pas une histoire de Kinshasa seulement. Ce n'est pas seulement à Kinshasa où on a un grand taux de la population, une grande partie de la population qui vit en dessous du seuil d'$1 par jour. Mais aujourd'hui, c'est question de faire le choix entre vivre ou ne pas vivre. Est-ce qu'il faut privilégier le ventre et pouvoir mourir demain? C'est une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Imaginez un peu que tout à l'heure, que les balles puissent crépiter plutôt au niveau de Kinshasa ici. Monsieur le journaliste, combien de personnes vont sortir de leur maison pour aller chercher à manger? Si ça fait 3 jours, si ça fait 4 jours, ils resteront en attendant que ces balles puissent terminer de crépiter. Tout simplement parce que là, c'est un ennemi qu'on connaît. On sait que la balle qui sort là peut me tuer. Mais l'ennemi que nous avons, l'ennemi commun que nous avons aujourd'hui, c'est un ennemi invisible. Il est d'autant plus invisible dans le cas du coronavirus que à peu près 80% de personnes vont faire la maladie, ou plutôt vont contracter le coronavirus, mais ne feront jamais la maladie. Mais vont contaminer. Tel que nous sommes là, je peux avoir le coronavirus. Peut-être que j'aurai la chance de ne pas faire la maladie, mais si j'ai le virus, je peux vous contaminer et vous pouvez en mourir. Voilà pourquoi, à travers le monde, dans les instructions de santé publique, il est demandé de faire un confinement. Le confinement doit se faire le plus tôt possible. Parce qu'il y a tout ce débat justement sur le confinement. Et je suis parmi les personnes les plus tristes sur ce qui s'est passé le vendredi dernier. Quelles que soient les conditions dans lesquelles le gouverneur de Kinshasa a décidé de mettre les Kinois en confinement le samedi passé, nous avions passé 2 jours à préparer ce confinement. Même ceux-là qui ont dit qu'ils n'avaient pas de l'argent, ils ont trouvé quand même 1000 francs pour acheter ne fût-ce que les légumes à laisser pour manger 2 ou 3 jours. Et les choses ont monté de prix tout au long de la journée et les gens ont tout fait pour avoir ça. Et nous savions que le samedi, on allait entrer en confinement, mais je pense qu'il n'y a pas eu concordance avec la hiérarchie et finalement, on a pris la mesure le soir de pouvoir reporter le confinement. On n'a fait que reporter. Mais le confinement finira par avoir lieu. Je le dis, et c'est bientôt le confinement. Parce que le confinement nous aide à quoi, justement? Nous disons que la maladie se transmet d'homme à homme lorsque vous toussez. Le confinement se transmet d'homme à homme lorsque nous avons les sécrétions sur les surfaces. Tu viens, tu touches et tu touches les yeux, le nez ou la bouche. C'est dans toutes ces conditions-là que l'homme se contamine. Lorsque nous allons au marché, lorsque nous allons dans les surfaces, les différentes surfaces, nous nous retrouvons malheureusement, même sur notre lieu de travail, nous ne savons pas respecter la distance d'1 mètre qui doit nous éloigner les uns des autres. Et voilà pourquoi on s'est rendu compte qu'en mettant les gens ensemble, dans un endroit clos, où ils n'ont plus de contact avec les autres, on limite le contact avec les autres. Alors, le contact est intéressant lorsqu'il est pris légèrement plus tôt. Ça veut dire lorsque vous avez moins de cas. Si nous sommes confinés chez nous et qu'il n'y a aucun cas, ça veut dire que personne durant cette période ne fera plus la maladie. Mais si nous avons un cas
surtout dans les conditions qui sont les nôtres ici à Kinshasa, donc il va contaminer. Mais le confinement est toujours important. Pourquoi? Parce qu'il va contaminer, mais il ne va contaminer que dans cette maison où il est. On va prendre soin de ceux qui sont contaminés. Une fois que les gens sont tombés malades, ceux qui ne sont pas tombés malades, ils auront été en contact avec le virus, seront immunisés et le jour où on ouvre, à ce moment-là, tout le monde peut sortir. Voilà pourquoi j'émets un doute. J'entends de plus en plus, on est en train de parler du confinement de la Gombe. Est-ce possible? Est-ce logique? Est-ce nécessaire de faire justement, mais Gombe, qui vous dit qu'à la Gombe, il n'y a que les habitants de la Gombe? Tous les jours, les habitants de Kinshasa entrent à la Gombe le matin et en sortent le soir. Donc, dans cet épicentre, nous avons déjà contracté la maladie et nous l'avons ramené dans des endroits éloignés. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de cas et c'est là même que ça devient intéressant de pouvoir confiner la Tchangou, de pouvoir confiner le Moamba. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de cas. Le confinement a pour but de prévenir. On ne va pas confiner quand on se rend compte que maintenant tout le monde a le coronavirus, maintenant vous confinez. Ça va servir à quoi? Alors laissez les gens libres pour qu'ils contractent une immunité générale, mais à ce moment-là, acceptez que vous puissiez enterrer 100 000 personnes, 200 000 personnes dans la ville. Mais je pense pour ma part que quand on doit prendre la décision de confinement, qu'on le prenne pour l'ensemble de la ville. Nous avons raté l'expérience de voir comment Kinshasa pouvait se comporter. Le samedi passé, on allait vivre le confinement à Kinshasa. Mais vous allez voir, pour ceux-là qui ont eu la chance de sortir, malgré le fait qu'on a levé le confinement, Kinshasa, les gens sont restés nombreux chez eux. Et ce jour-là, en circulant, je me suis rendu compte que c'était possible. C'était possible. Et c'est possible de confiner. Mais quand nous voulons confiner, parlons à la population. Informons la population et la population va comprendre que les mesures qui sont prises, c'est pour leur intérêt. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, demain ce sera trop tard. Quand nous allons commencer à enterrer 1000 personnes à Kinshasa, 2000 personnes, 10 000 personnes, je vous dis la vérité, la même population qui aujourd'hui est en train de parler de nourriture, c'est cette population qui va se retourner contre les dirigeants de la République démocratique du Congo pour leur dire « vous n'avez pas pris des précautions pour pouvoir nous protéger ». Le coronavirus est un ennemi asymétrique. Il n'a pas de passeport, il n'a pas de carte d'électeur, il n'a pas non plus une carte d'identité. Nous devons faire attention, comme l'a dit le docteur. Le confinement n'est pas seulement important, mais il est nécessaire. Revenons dans la gestion de cette pandémie dans nos provinces, docteur. Vous savez, par exemple, à l'est du pays, c'est là où il y a un plus grand nombre de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés là-bas. Mais il y a un problème de coordination au niveau des provinces. Mais déjà, nous avons 2 provinces qui sont contaminées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Je pense que nous avons déjà, je pense c'est 3 provinces, parce que j'ai appris que même à Goma, on avait un cas. Oui, à Goma. Donc on a Goma, on a le Sud Kivu, donc Nord Kivu, Sud Kivu, on a l'Ituri. On a l'Ituri. Je pense que partout, la première des choses, c'est la coordination. Il faut un leadership, il faut une impulsion. Il faut un centre d'impulsion. Et le centre d'impulsion, ce sont nos gouverneurs, nos vaillants gouverneurs. Je les vois tous, ils sont en train de s'activer. Et là où il y a la déclaration de l'épidémie, et là où il n'y a pas de déclaration d'épidémie. Mais la seule peur que j'ai, c'est qu'il risque d'être très rapidement dépassé. Voilà pourquoi il est important que le plan de contingence soit très rapidement financé. Il faut de l'argent à l'équipe du professeur Muyembe. Il faut de l'argent pour que les équipes soient formées à travers nos provinces. Il faut des moyens pour qu'on puisse mettre sur pied les moyens de diagnostic. Je pense qu'on est déjà en train de s'améliorer. J'ai suivi le professeur Muyembe qui pense que dans les prochains jours, on pourra avoir plusieurs unités de diagnostic. Je sais qu'on va mettre à profit les jeunes experts que le gouvernement, que le ministère de la Santé a eu à mettre dans certaines formations hospitalières, les appareils de biologie moléculaire qui sont disponibles, que nous avions acquis pour le VIH dans le cadre du projet VIH. Toutes ces unités-là doivent être mises à contribution. On doit tester le plus possible. Vous voyez par exemple dans les provinces, il aurait été facile de maîtriser la situation lorsque, une fois, on a détecté la personne qui a amené ou les personnes qui ont été en contact, directement
on teste toutes ces personnes et les personnes contacts pour les suivre pendant 14 jours x 2. À ce moment-là, ça nous permet de gérer la situation et de maîtriser complètement la situation. Mais ne pensez-vous pas que, par exemple, le cas de Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, qu'on puisse faire ne fût-ce qu'une extension de l'INRB pour tester aussi les gens au niveau des provinces? Où est la difficulté à ce niveau-là? Où est la difficulté pour qu'il y ait transfert de l'INRB? Parlons en termes d'extension de l'INRB dans les provinces. Non, il n'y aura pas extension. Vous savez, l'INRB, c'est notre laboratoire national de référence. Nous avons des laboratoires provinciaux de référence. Je vous ai dit que dans la plupart de nos provinces, nous avons soit un Gen Expert, soit nous avons un appareil intermocycleur avec automatique avec extracteur. Il suffit juste d'acheter des réactifs. Il y a du personnel qui est formé. Je pense qu'on va multiplier. C'est vers cette dynamique, je pense, que nous sommes en train d'aller. Nous devons obligatoirement décentraliser le diagnostic. L'INRB ne pourra servir que de diagnostic de certitude. Et en discutant même au niveau de l'INRB, je pense que même les tests rapides, vous avez vu le Katanga, le Haut-Katanga a utilisé des tests rapides. Et après, il y a eu contrôle à Kinshasa, on a dit que ces personnes étaient négatives. En fait, les tests rapides vous donnent beaucoup plus de faux positifs. Ils sont très sensibles et ça, c'est une très bonne chose. Quand on vous dit que vous êtes négatif, ça veut dire réellement que vous êtes négatif. Mais quand vous êtes positif, vous pouvez être positif au Covid-19, mais aussi à un autre germe. Voilà pourquoi il faut développer un algorithme. Il faut que très rapidement, on développe un algorithme qui permet en fait de voir quels sont les 2 ou 3 tests combinés qu'on va avoir. Mais lorsque vous avez 2-3 tests, si un test rapide coûte $8 aujourd'hui, mais si vous devez en faire 2-3 pour avoir le diagnostic, ça nous fait $24. Pourquoi ne pas aller vers les réactifs sur les appareils de biologie moléculaire qui font des IgG, des IgM avec un contrôle? Parce qu'à ce moment-là, l'avantage c'est quoi? C'est que si vous êtes positif, on sait voir, grâce à l'immunofluorescence, quelle est votre situation au départ, sous traitement, comment vous êtes en train d'évoluer. Et au moment de la guérison, on sait vous dire à ce moment-là que vous avez bien évolué, alors que le test positif, négatif, le test rapide, vous ne savez pas suivre justement le malade. Et in fine, ce test risque d'être plus cher que si on allait vers les tests immunologiques. Parlons justement de ces tests rapides, docteur. Ne pensez-vous pas vraiment que c'est un désordre total? À Lubumbashi, qui est une province, on sait trouver les matériels pour un test rapide. À Kinshasa, il n'y en a pas. Dans d'autres provinces, il n'y en a pas. Et Lubumbashi confirme là-bas. Et puis ici, c'est INRB qui doit déterminer. N'est-ce pas un désordre et tout ça? Attention, ce n'est pas un désordre et ce n'est pas dire que Kinshasa ne peut pas avoir des tests rapides. C'est un problème de protocole. Jusqu'aujourd'hui, même l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore mis dans le diagnostic les tests rapides. Il y a eu plusieurs tests qui ont été développés et encore faut-il que vous tombiez sur le meilleur test. Parce qu'on peut faire des tests. Il y a des tests qui peuvent être aussi des fakes, des faux tests. Aujourd'hui, il y a un pays comme la Corée du Sud qui a développé une très bonne technique de tests rapides. Mais il faut encore que ce soit homologué. Il faut encore que ces tests rapides entrent dans un algorithme. Généralement, les tests rapides, on ne sait pas confirmer sur base d'un test. On fera 2 tests différents. Donc, au niveau de la ville de Lubumbashi, ils ont senti que c'était très difficile d'approcher Kinshasa parce qu'il faut attendre 24 heures pour avoir le diagnostic et les avions continuaient à venir. Ils se sont dit que c'était possible de s'approvisionner en tests rapides, mais il n'y avait pas encore de politique nationale sur les tests rapides. Ils ont pris sur le marché le test qui leur a été proposé. Mais moi je dis ceci, mieux vaut pécher par excès que par défaut. Au moment où il y a eu ces cas qui ont été testés positifs aux tests rapides, nous avons vu comment la province du Haut-Katanga s'est comportée. Est-ce que vous savez que Lubumbashi a les mêmes problèmes aussi que Kinshasa? Il y a des quartiers où les gens ne savent même pas, ils mangent peut-être une fois tous les 3 jours. Mais quand on a décidé du confinement, il n'y avait personne dans la rue. Donc, ça nous a permis de tester une de nos provinces et de voir que le confinement est possible. Mais pour ce qui concerne les tests, c'est un débat et une option qui doit être prise au niveau national. Mais moi, je dis, en essayant d'avoir un algorithme,
On peut utiliser les tests rapides, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des appareils de biologie moléculaire qui sont utilisés, ceux-là qui existent déjà, qu'on achète des réactifs, qu'on adapte par rapport au Covid-19. On aura plusieurs centres, même à Kinshasa, on pourra en avoir 3-4 endroits où on peut faire les tests. J'aurais aimé qu'on arrive à 3000, 4000 tests au niveau de Kinshasa. Parce que les 109 personnes qui ont le Covid-19 que nous avons à Kinshasa, ce sont des fausses statistiques. Il y a plus de personnes qui ont le Covid-19. Parce qu'on a un protocole. On a un protocole, il faut avoir été exposé, soit c'est une personne qui vient de l'Europe et qui présente un signe, parce que s'il ne présente pas encore un signe, on ne le prend pas, alors qu'il peut ne pas présenter des signes, mais être en train de contaminer. Il faut soit avoir été au contact, tu as un cas suspect, c'est-à-dire que tu as été au contact d'un cas confirmé positif, et là, dans ce cas aussi, il faut avoir fait présenter un signe. Imaginez que si on avait mis suffisamment de moyens à la disposition de l'UNRB et qu'au moment où on a eu les premiers cas, on a décidé de tester tous ceux qui sont venus d'Europe automatiquement et de tester les 2000 ou 1500 personnes qu'on a considérées comme des personnes suspectes qui ont été en contact avec ces personnes. On aurait peut-être testé 3000 personnes, il fallait les retester peut-être 3-4 jours après, parce que ça dépend également de la quantité du virus au niveau de l'organisme. On pouvait le faire 2 ou 3 fois, mais on aurait pu contenir la situation. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on a un algorithme pour faire le diagnostic. Tant qu'on n'ira pas même pour le VIH, on est allé à un certain moment sur l'approche test and treating. Tester, traiter. Tester, traiter. Nous devons approcher cette option-là. Il faut tester le plus de personnes possible. Et même quand nous serons dans le cantonnement, qu'on continue à tester, on pourra découvrir des gens qui sont confinés, qui sont positifs et qui peuvent être pris en charge différemment et qui peuvent protéger les autres personnes. Aujourd'hui, docteur, il y a le président de la République, qui sera votre dernière question, a parlé de la mise en place d'un Fonds national de solidarité, ce qui peine déjà à mettre en place, mais il y a des initiatives privées qui donnent déjà quelque chose. Comment pensez-vous les encadrer pour une meilleure efficacité? Moi, je ne peux rien encadrer, je ne peux que sensibiliser. Je pense que le Fonds national de solidarité est une initiative louable. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où nous avons une population à 2 vitesses, à 3 vitesses. Vous avez les riches, y compris les plus riches. Vous avez ceux qui sont de la classe moyenne, qui ne sont pas très nombreux. Vous avez les pauvres et vous avez les plus pauvres. Il est important aujourd'hui que chaque personne manifeste un peu d'amour envers les autres. Et vous savez, les hommes de Dieu nous disent que cette maladie, ça peut être même une punition de Dieu. Nous lisons la Bible tous et nous savons comment Dieu a puni le peuple d'Égypte quand ce peuple a mis en esclavage le peuple de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe et comment Dieu s'est comporté. Aujourd'hui, ça peut être également une calamité qui est une punition de Dieu. Et que nous ne pouvons sauver, que nous ne pouvons arrêter que par la repentance et la charité. Parce que comme vous le savez, la Bible nous dit que par la charité, nous pouvons absoudre nos péchés. Je voudrais demander à celui qui a de donner à celui qui n'a pas. Ne donnez pas nécessairement à celui que vous connaissez. Parce que la Bible nous dit que quand vous donnez à celui que vous connaissez, il sait que vous en avez de trop. Mais lorsque vous allez donner à celui qui ne vous connaît pas, qu'il vous posera la question, il ne saura jamais c'est qui lui a donné. Dieu vous rendra au centuple ce que vous avez donné. Donc l'appel du chef de l'État doit être entendu. Nous devons, chacun dans le peu qu'il puisse donner. Je voudrais ici dire merci et féliciter ceux qui ont déjà commencé à donner. Il y a eu des privés qui sont allés vers des personnes pour donner à manger. Il y en a qui ont donné à boire. Il y en a qui ont donné des médicaments. Et malheureusement, c'est encore des choses qu'il faut regretter. Le Congolais est vraiment compliqué, très compliqué. Je vais donner 2 exemples. Nous avions lancé les masques, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a lancé les masques en tissu. Il y a eu des attaques dans tous les sens. Pas plus tard que la semaine passée, le Premier ministre tchèque est passé avec un masque en tissu. Sensibiliser les Tchèques et leur demander de porter des masques. Que chacun porte, que tout le monde porte les masques. Que tout le monde se couvre le nez. Parce que si chacun se couvre le nez,
on bloque les sécrétions et on se protège. Mais chez nous, c'est juste les critiques. Il y a eu Madame Olive Lembe qui a donné de la chloroquine à la commission. Oui. Il y a eu... Les gens n'ont pas vu le geste. Les gens ont commencé à parler dans les médias. Je me suis posé beaucoup de questions. D'abord, la première question, monsieur le journaliste. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse de tout le matériel et des médicaments que nous utilisons pour la lutte, les Européens, les Américains, ont dit qu'ils allaient produire pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas de l'Afrique. Les matériels, on vous dit, c'est pour la France. À part la France, ils donneront à l'Union européenne. Après, ils vont voir dans quel pays ils peuvent amener. Donc aujourd'hui, ne pensez pas que Sanofi va produire pour la RDC la chloroquine. La chloroquine qui est produite par Brown sera pour l'Angleterre et pour l'Union européenne et peut-être pour les États-Unis si les Américains n'en produisent pas. Donc nous dépendrons, comme d'habitude, de nos alliés qui nous aiment, qui partagent nos souffrances et nos joies. Ce sont les Chinois, ce sont les Indiens qui font aussi pour eux. Parce que les Américains, les Français ont fait des commandes. Vous avez vu les masques qui arrivaient en France? La première livraison, c'était 10 millions de masques qui venaient de la Chine. Mais lorsque c'est nous qui demandons les masques de la Chine, on va vous dire qu'ils ont pris les masques chinois. Alors quel complexe avons-nous? Si un produit est produit par une société indienne ou une société anglaise, mais ou une société chinoise, et que ce n'est pas la société d'origine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui a pris cette photo-là? Quelle intention cette personne avait en prenant cette photo? Est-ce que cette photo, c'est la vraie photo des paquets qui ont été donnés? Pourquoi je pose cette question? Parce que si c'est vrai, au niveau de la commission prise en charge, on sait qu'au ministère de la Santé, nous avons la direction pharmacie et médicaments. Cette direction-là devait prendre ces molécules et aller les évaluer pour nous dire si le principe actif est là ou pas. C'est comme mon iPhone que j'ai sur moi ici. Les iPhones, c'est américain. Mais les 9/10 des iPhones que nous avons ici à Kinshasa sont produits en Chine. Et en Chine, on produit deux types d'iPhones. Des iPhones corrects et des iPhones fake. Donc, on peut avoir un médicament qui vient de la Chine, qui est fake, tout comme qui peut être vrai. Et je vous informe, si vous suivez la télévision, l'Europe vient d'être inondée par des médicaments falsifiés, par des faux médicaments. Donc ces médicaments peuvent même avoir été achetés en Europe, mais ce sont des faux médicaments. Alors il ne faudrait pas s'en prendre à une bonne volonté. Il faut voir le geste. Si ceux qui ont acheté en Europe ou à n'importe quel endroit où on a acheté, ils ont acheté un médicament qui n'avait pas les propriétés actives, ça c'est les scientifiques, ce sont le secteur médical qui allait le voir. Mais moi je vois l'intention, la mauvaise intention de la personne qui a fait ça. Alors faites très attention, parce qu'avec ça, vous allez voir que vous allez briser, vous allez bloquer beaucoup de bonnes intentions. J'aimerais que vraiment cet élan de solidarité puisse nous saisir tous, afin que tous nous puissions avoir une pensée vraiment importante vers les personnes les plus pauvres, les personnes qui sont dans le besoin. Le coronavirus existe et nous devons prendre cela avec tout sérieux à la coordination et aux gouvernants d'utiliser la communication de proximité pour faire accepter aux Quinois et aux Congolais en général que la maladie existe réellement. Et puis en ce qui concerne la solidarité, il faut voir les gestes. Comme l'a dit le docteur, c'est les gestes qui comptent. Nous n'avons pas besoin d'enfreindre ceux qui ont besoin d'aider les gouvernants en ce qui concerne les moyens financiers ou encore les médicaments, de rester chez eux parce qu'il y a des polémiques pour savoir qui a fait quoi, d'où ça vient. Donc nous devons éviter ce complexe-là. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre édition, à notre émission plutôt. Nous disons merci beaucoup au docteur Félix Kabange Numbi, honorable. Merci à vous autant. Disponibiliser de votre temps. Merci. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, de rester chez vous s'il n'y a pas nécessité dehors, d'observer les mesures d'hygiène prises par les autorités pour embouter ou pour bouter hors de la RDC cette épidémie ou encore cette pandémie de coronavirus. Tous, nous pouvons réussir. Merci beaucoup et à la prochaine.